Bonjour pour ce quatrième épisode des Facebook Live. Tout d'abord, première petite information intéressante. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois que nous avons fait une séance qui était basée sur l'hypnose d'ailleurs et les vies antérieures. La vidéo a été bloquée parce que le générique de début avait une petite musique. Or, cette musique a été créée par David Gallet et c'est Sony Music qui nous avait bloqué. Et en fait, Sony vient de reconnaître que cette musique ne leur appartenait pas. Et donc, la vidéo avec tous les commentaires peut être à nouveau accessible. Et je vais probablement la remettre sur Facebook. Deuxième petite information, la dernière fois on était à peu près 2500 pour faire une expérience de méditation, régression à la vie antérieure, et je crois qu'il y a eu plus de 600 personnes qui ont raconté, parce qu'ils ont ensuite vu en replay le film, donc en plus des gens présents et du replay, il y avait en tout 600 personnes qui ont mis leur récit de vie antérieure avec le numéro de la porte, l'objet qu'ils ont ramené et tout ça. Donc merci pour cette expérience, merci d'avoir joué le jeu. Une fois de plus, je ne peux pas vous garantir que les vies antérieures existent, je ne peux pas vous garantir que tout ça c'est vrai. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous aviez cette histoire dans la tête, elle est apparue, elle est surgie. Peut-être que ça peut vous faire du bien, et peut-être que ça peut vous ouvrir des perspectives, et c'est le seul objectif de ce genre d'expérience. Donc aujourd'hui, le thème va être plutôt l'écriture, et je vois que vous avez déjà beaucoup de questions que j'ai regroupées. Alors tout d'abord, je voudrais donner quelques généralités sur vos questions. 1. Actuellement, le métier d'écrivain est un métier, très aléatoire. Le fait qu'il y a cette histoire de confinement va probablement faire beaucoup de mal au milieu de l'édition dans son ensemble, et notamment aux petites librairies, que je vous demande de soutenir le plus possible si vous le pouvez. Si vous avez un libraire près de chez vous, n'hésitez pas à acheter chez lui en priorité et à le soutenir et faire des cadeaux en achetant ça. C'est quand même une cause à défendre, les libraires. Il y a une autre cause à défendre, c'est le monde de l'édition. Il va y avoir de plus en plus de petits éditeurs qui vont mourir du fait du confinement. Et les gros éditeurs vont aussi être touchés. Je ne sais pas, il va y avoir tout un remue-ménage. Je ne sais pas si c'est positif ou si c'est négatif. Ça va être probablement très dur pour certains, notamment je parlais des petits libraires, mais aussi probablement pour les auteurs. Il va y avoir aussi probablement un grand engorgement pour la rentrée de septembre. Tous les livres qui devaient sortir au printemps vont sortir en septembre-octobre, y compris le mien qui est prévu normalement pour le 30 septembre. Donc tout ça est un peu nouveau, tout ça est un peu bizarre. Cependant, si je donne des masterclass d'écriture, c'est parce que je pense qu'écrire fait du bien. Je pense qu'écrire permet de ranger ses idées, ça permet de comprendre comment marche une architecture de pensée, ça permet d'avoir un projet, de se faire ami avec ses personnages. En fait, je vais dire, c'est une forme de méditation, c'est une forme de spiritualité. Et il n'y a pas que l'objectif d'être édité, que l'objectif d'avoir beaucoup de lecteurs ou l'objectif d'en faire son métier. Il y a quand même avant tout l'objectif de se faire plaisir en inventant un monde. Et je vais utiliser peut-être une image extrême, mais c'est un plaisir de Dieu. Il y a une page blanche, vous mettez le nom d'un personnage, vous mettez le nom d'un lieu, vous mettez vous définissez un décor, et il n'y avait rien, et tout d'un coup, il y a quelque chose. Et dès le moment où vous faites ça, il y a une sorte de bonheur, de construction, un bonheur de faire apparaître de la vie, mais c'est uniquement vous et votre imaginaire qui êtes capable de faire ça. Et c'est le plus grand plaisir que vous devez avoir à l'écriture. Après, c'est toujours le problème, c'est les rédactions d'école, c'est-à-dire les profs de français qui sont incrustés en nos têtes, et quand on écrit, on a envie de faire des jolies phrases, d'avoir une bonne note à l'école en faisant du joli français. Du coup, on perd notre capacité de divinité pour devenir juste des gens qui alignent des phrases. Donc ça, c'est un des premiers
grand obstacle à la créativité. J'ai envie de faire une jolie copie française. Le deuxième obstacle, c'est aussi, je crois, les émissions de télévision montrant des auteurs qui donnent l'impression que c'est des êtres particuliers. Non, moi je crois que n'importe qui peut être auteur. Vous pouvez être auteur. N'importe qui peut créer des mondes, n'importe qui peut créer des personnages, n'importe qui peut créer un roman. Après, tout le monde ne peut pas faire des bons romans, des bons mondes, des systèmes qui fonctionnent. Mais en tout cas, rien ne vous empêche de prendre votre logiciel Word, de faire ouvrir, de mettre mon roman, et puis après d'écrire ce qui vous passe par la tête. Et c'est à vous après de trouver un plaisir là-dedans. Alors au début, en effet, c'est un peu chaotique, on est perdu, on a besoin de repères, mais au fur et à mesure, rien que par la pratique, on finit par comprendre comment ça marche. Et en fait, ça marche comme tout, ça marche comme la cuisine, ça marche comme l'architecture, on teste des systèmes, on regarde le résultat, et à partir de là, on essaie d'améliorer son œuvre. Là, aujourd'hui, je vais terminer la première version de mon livre, mon 3e volume des chats. Je vais l'envoyer juste après cette émission à mon éditrice. Et chaque fois, je dois vous dire, chaque fois que j'écris un roman, je réapprends les bases de ce métier. Et la base, c'est ne pas avoir peur de recommencer à zéro pour pouvoir faire quelque chose qui fonctionne mieux. Alors j'ai vu dans les questions que vous m'avez envoyées, il y a beaucoup de gens qui me disent « je suis dans le brouillard, comment faire pour avancer ?» Si vous êtes dans le brouillard, c'est que votre système ne marche pas et la manière d'avancer, c'est recommencer à zéro. Alors je sais que j'ai déjà utilisé ces images dans plusieurs de mes masterclass, mais je n'ai pas mieux pour dire ça. Il faut visualiser ça comme une barque, et cette barque, au fur et à mesure qu'elle va traverser, elle a pour ambition de traverser l'océan, il va y avoir des fissures dans la coque. Et au fur et à mesure, on va se retrouver avec un bateau qui prend l'eau de partout, et on va être au milieu de l'Atlantique à un bateau qui prend l'eau de partout. Et là, on va mettre des rustines, et ces rustines, c'est du bricolage sur sa première version. Et moi, ce que je propose, c'est que quand le bateau a beaucoup de trous dans la coque, plutôt que de mettre des rustines, tant pis, on revient en Bretagne et on fabrique un deuxième bateau, mais en tenant compte de tous les endroits où le bateau a pris l'eau. Donc, ça correspondrait, cette métaphore, à on recommence tout à zéro, sans récupérer une seule planche de la barque précédente. Sans récupérer, c'est-à-dire, c'est l'une des grandes difficultés de ce métier, c'est renoncer à ses premières versions. On a une tendance, et je pense que beaucoup ont dû le vérifier, c'est une fois qu'on a écrit 400 pages de récit, on adore ce qu'on a écrit. En fait, on tombe amoureux de son propre texte. Ça devient nous, ça devient une projection de nous, ça devient notre doudou, c'est notre manuscrit qui est lié à nous, et puis à partir de là, on rentre dans un sentiment de soit les gens reconnaissent que c'est une merveille, soit les gens sont stupides, ils ne s'aperçoivent pas quel chef-d'œuvre c'est. Et donc, du coup, ça nous rend autistes. Et la meilleure manière de se soigner de j'ai fait un premier manuscrit que j'aime et sur lequel je ne veux pas rien remettre en question, ça consiste à dire j'ai fait un premier manuscrit qui est une sorte de brouillon, il fait peut-être 400 pages, mais c'est quand même un brouillon, et maintenant, je vais, à partir de tout ce que j'ai compris en terminant le roman, je vais redémarrer entièrement à zéro et je vais essayer de faire mieux. Alors, l'idéal et l'une des grandes difficultés consiste à trouver des lecteurs, des premiers lecteurs qui vont vous aider à dire où c'est que votre barque prend l'eau et où c'est qu'il faut renforcer votre bateau pour qu'il puisse traverser l'Atlantique. Voilà. Cela dit, il n'y a pas de barque parfaite, et il y a un moment où votre barque prendra quand même un peu l'eau, et il faudra traverser l'Atlantique. Donc c'est pour ça que par rapport à l'image, je suis dans le brouillard, j'avance plus et je ne sais pas quoi faire, ma seule réponse est recommencer à zéro, ramener votre bateau là où il est parti, et recommencer à zéro, en essayant de déduire toutes les erreurs. J'utilise aussi une autre image, une autre métaphore, qui est celle du jeu du mastermind. Vous savez, c'est ce jeu où il y a des petits plots de couleurs, on les aligne comme ça, et puis après on demande à notre joueur quel endroit est bien placé, et quel endroit est à la bonne couleur. Et donc, soit il met un plot blanc, soit il met un plot noir. C'est exactement comme ça qu'il faut faire.
Vous faites une sorte de premier roman qui est une première combinaison que vous proposez à votre premier lecteur, qui vous dit ce qui va et ce qui ne va pas, et forcément des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. À partir de là, vous proposez une autre combinaison de romans, et là, vous redonnez à lire à quelqu'un. Alors parfois, le premier lecteur en a marre, parce qu'il considère qu'il a déjà fait son job. Donc il faut trouver un deuxième lecteur, il faut trouver une autre personne pour la deuxième combinaison. Comme certains le savent peut-être, sur les fourmis, j'ai fait 24 versions entièrement différentes, et la dernière faisait 1500 pages. C'est comme ça a duré 12 ans, et c'est comme ça que j'ai appris le métier, que j'ai compris cette technique de recommencer à zéro, et tant pis, on abandonne son ancienne version. Quitte à plus tard, quand on aura fait sa dernière version, enfin la version qu'on veut présenter, à récupérer des petits dialogues ou des jolies scènes qui nous ont plu. Mais en tout cas, repenser le système de l'histoire. Autre chose que j'ai vu dans les questions que vous me posiez, c'est est-ce qu'on doit raconter son histoire aux autres ? Alors moi je suis partisan de raconter son histoire aux autres, en prenant donc le risque que les autres vous piquent l'idée, mais je crois qu'en racontant l'histoire, d'abord on voit par rapport à l'autre personne, est-ce que ça l'intéresse ? On voit est-ce qu'il y a un intérêt pour l'intrigue, pour le système, et ça nous oblige à aller à l'essentiel. Donc cette technique du pitch me semble indispensable, c'est-à-dire si vous avez un manuscrit, commencez déjà à le raconter à vos amis de confiance, mais racontez-leur, voilà, j'ai écrit un roman, ce roman s'appelle, avec le titre, ça raconte l'histoire du héros, auquel il arrive telle histoire, et à la fin, tant pis, vous spoilez votre propre roman, vous dites, il se passe ça, et qu'est-ce que t'en penses ? Et c'est là, à mon avis, qu'on avance le mieux. C'est dans le moment où on raconte ça comme si on racontait une histoire à un enfant. Parce que là, on ne fait pas des effets de style, on va à l'essentiel et on voit tout de suite s'il y a des choses inutiles ou des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, recommencez à zéro, racontez votre histoire aux gens, regardez comment ils l'aperçoivent et comment, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas. Et puis, si jamais vous voyez que chaque fois que vous recommencez votre histoire, ça marche pas, et chaque fois que vous la racontez, ça n'intéresse personne, eh bien tant pis, vous passez à un autre sujet. De toute manière, si le premier roman doit exister, vous aurez envie d'y revenir plus tard. Donc à ce moment-là, de toute manière, il apparaîtra. En général, ce que je fais, c'est que moi, chaque année, j'écris 2 romans. Un qui au final me plaît moins que l'autre, que je mets de côté et que je reprendrai peut-être plus tard. Mais j'ai pas peur de travailler sur plusieurs projets. Je suis pas non plus focalisé sur j'ai commencé ça, donc je m'arrête, je continue jusqu'à ce que je l'ai fini. Non, ça se peut que je me sois fourvoyé. J'ai commencé à faire ça. Par exemple, il y avait un roman qui s'appelait L'homme de 1000 ans, que j'ai entièrement écrit, et je me suis aperçu que ça ressemblait beaucoup à plusieurs de mes romans, et notamment au 6e sommeil. Donc, je l'ai mis de côté. Et j'ai même utilisé depuis l'au-delà, puisque mon héros a écrit un roman qui lui sert à rien. Voilà. Mais j'en ai d'autres comme ça, j'ai plusieurs romans. D'ailleurs, c'est assez intéressant, mais dans Sac d'os, Stephen King parle d'un romancier qui lui aussi fait 2 romans par an, en publie un et en met un de côté. Donc je pense que je ne suis pas le seul à faire cette technique. Donc vous pouvez aussi la tester. Il y a un roman dans lequel vous avancez plus, faites-en un autre en parallèle, quitte à ce que le deuxième aussi n'avance plus et que vous ayez envie de revenir au premier. Et comme ça, vous avez 2 chevaux qui tirent votre chat. Alors, dans les questions, avantages, inconvénients donc c'est Adrien qui pose la question, avantages, inconvénients. L'effet sur le lecteur de différencier de narration première personne avec présent, passé, composé ou troisième personne avec passé, présent, simple, imparfait, présent, dialogue. Alors, moi je fais partie de l'école du présent, parce que je considère que c'est plus moderne. J'ai l'impression que dès le moment où on mettait « il était une fois un joli château » et dans ce château vivait une princesse, on est dans quelque chose qui date d'avant 1900. J'ai l'impression que maintenant la modernité veut que, un peu comme au cinéma, la caméra avance
soit très mobile et avance avec les héros et les suit de près. Donc ça correspond pour moi à du présent. Et le plus possible, je crois que la vision en mode jeu est une vision qui va forcer le lecteur à réussir son transfert. Donc bon, ce que je vous propose, en fait, c'est de tester, c'est-à-dire vous pouvez très bien faire un roman il plus imparfait, et après vous faites je plus imparfait, puis il plus présent, et je plus présent, et puis vous regardez lequel marche le mieux. Et il y a un moment, ça devient une évidence, je crois. D'Angélique, je suis passionné par mes histoires, j'ai un mal fou à les terminer, cela s'est répété à plusieurs reprises et je m'en sens frustré. Auriez-vous des techniques afin de changer ce processus? Donc Angélique, ce que tu veux savoir, c'est comment faire pour terminer son histoire? Alors, la meilleure manière de terminer un roman, c'est de penser à la chute, j'allais dire, dès le début. Moi, je commence par... Bon, on va revenir à l'essentiel. Pour moi, écrire un roman, ça prend 20 secondes. 20 secondes, c'est le temps qu'il vous faut pour trouver le concept. Le concept, vous pouvez très bien être en train de discuter avec un ami au restaurant, puis tout d'un coup, une idée entraînant une autre, pof, vous avez l'idée de votre roman. Vous pouvez l'avoir au réveil, dans un rêve. Mais tout le système qui va faire fonctionner le roman, c'est 20 secondes. C'est tout d'un coup l'association entre deux éléments. C'est souvent ça. Bon, par exemple, pour le cas des chats, c'était faire un roman sur les chats et puis le faire dans l'apocalypse. 2 idées, ça prend 20 secondes. Voilà. Après, c'est le germe. Ce germe, il faut le planter et il va pousser un arbre. Mais le germe, tant que vous n'avez pas le germe, vous n'avez rien. Et le germe, c'est une idée. Maintenant, par rapport à ta question, Angélique, comment le terminer? C'est dès le moment où vous avez l'idée du germe, il faut déjà penser au fruit qui va sortir, que vous voulez voir tomber de cet arbre. Alors pour ça, j'ai pas d'autre solution que il faut juste après avoir eu l'idée, se poser la question, quelle va être la fin? C'est un peu comme un tour de magie. C'est une métaphore que j'utilise souvent, mais si vous la comprenez, c'est vraiment essentiel. On commence par mettre le lapin dans le chapeau, et à la fin du tour, on révèle le lapin du chapeau. Mais si vous ne faites que faire des promesses et faire un discours, et que vous n'avez pas pensé à mettre le lapin dans le chapeau, vous ne pourrez pas avoir l'effet waouh où vous sortez l'animal et vous dites « et en plus, il y avait un lapin dans le chapeau ». D'accord? Donc ça se prépare à l'avance, ça se pense à l'avance, et je ne suis pas partisan on fait un chapitre qu'on boucle, et une fois qu'on l'a fini, on enchaîne avec un autre chapitre, ce que j'appelle tricoter, ou aligner des perles sur un collier. Chaque perle étant un chapitre, et puis au final, on essaie chaque fois de se surpasser. Parce que si on fait ce système-là, on n'obtient pas un plan solide, et on risque de se retrouver coincé à la fin, comme c'est ton cas Angélique, c'est-à-dire qu'on a plein de perles sur le collier, mais on n'a pas le pendentif principal qui pourrait correspondre donc à ce fameux lapin à sortir du chapeau pour avoir l'effet waouh. Il y a certains grands romanciers qui arrivent à faire en tricotant ou en faisant juste en enchaîner les chapitres à faire illusion, mais ce ne sont pas mes auteurs préférés. Et je sais que quand un effet waouh est très réussi, quand même, c'est bien agréable. Pensez par exemple au Sixième Sens, ce film dans lequel en effet il y a un effet waouh, pour ceux qui n'ont pas vu que je ne révèle pas, où ça marche parce que ça a été pensé à l'avance. De même, le film Les Autres, avec Nicole Kidman, je ne me rappelle plus qui est le réalisateur, c'est un film dont la fin a été déjà pensée à l'avance. Il y a des histoires comme par exemple Les 10 petits nègres, qui est une référence aussi de mécanismes d'intrigue, dans lequel j'ai l'impression qu'Agatha Christie a utilisé chacune de ses fausses pistes, et au final, elle a cherché une manière de tricher pour arriver à faire fonctionner le système. Bon, elle a trouvé, mais si elle avait pensé en amont son lapin qui sort du chapeau final, je pense qu'elle aurait pu obtenir quelque chose d'encore plus intéressant. Donc, la meilleure manière de ne pas se retrouver
de ne pas se retrouver coincé sur la fin, c'est de penser à sa fin avant de commencer le récit et bien trouver une fin originale. Essayez de repérer les romans dans lesquels vous avez été déçu par la fin et notez-le. J'ai été déçu par cette fin parce que ça fonctionnait, parce que l'auteur a triché. Il a triché, expliquez comment il a triché. Et ensuite, mettez les auteurs, notez les auteurs dont vous aimez les fins et mettez j'ai aimé cette fin parce que je n'ai pas vu venir tel élément et je n'avais pas tenu compte de ça. En général, pour que l'art du récit soit honnête, il faut que le lecteur ait la possibilité de trouver la fin. Et que s'il ne l'a pas trouvée, c'est juste parce qu'il n'a pas fait suffisamment attention. Mais on n'a pas le droit de faire cette technique qui consiste à faire sortir un élément nouveau qui n'a pas été présenté au début, qui explique tout et qui en fait ne laissait aucune possibilité au lecteur de trouver la solution. Je pense que vous-même, vous devez avoir en tête des romans comme ça, c'est-à-dire des romans où tout d'un coup, il y a un Deus ex machina. Bon, en fait, tel personnage, c'était le diable, ou en fait, il y avait le pire, le frère jumeau. Donc, on voyait que le type, c'était tout le temps le même, mais en fait, il avait un frère jumeau. Donc, tout ça, c'est pas dans le code de Jedi du bon écrivain. Le bon écrivain doit donner une possibilité au lecteur de trouver la fin et le lecteur doit se dire j'aurais pu trouver, c'est juste que j'ai pas été assez attentif. Voilà, et d'ailleurs c'est la fonction aussi de l'écriture, c'est rendre les gens attentifs dans le récit. Comment trouvez-vous une fin surprenante? Avez-vous des astuces concrètes? Alors, comment je trouve... demande Elisabeth. Alors, les fins surprenantes, je les trouve... D'abord, je les trouve pas toujours. Je pense que je ne suis pas toujours un bon finaliste. En tout cas, je les trouve toujours avant d'écrire. Je les trouve notamment dans les tours de magie. Pour ceux qui ont lu La boîte de Pandore, tout a été basé sur un tour de magie, qui est un de mes tours de magie préférés, que j'appelle Malgré moi dans le roman. Mais ce tour de magie est vraiment très impressionnant. Et quand je l'ai eu la première fois, je ne comprenais pas, j'avais l'impression de devenir fou. Et je me suis dit, si moi ça me rend fou de voir ce tour de magie, je dois utiliser cette technique du tour de magie pour faire le roman. Donc j'utilise par moments des tours de magie, j'utilise aussi des structures de blagues, parce qu'il y a des blagues qui sont vraiment très très bien foutues. Je les décompose, je les analyse, et je regarde comment il a obtenu l'effet émotionnel aussi fort. Comment réussissez-vous à mettre de la science qui est tellement pragmatique au service de votre imagination? Comment faites-vous pour garder l'équilibre entre l'histoire que vous créez et la vérité scientifique? Bon, alors d'abord, donc c'est Linka qui me demande ça. D'abord, j'étais journaliste scientifique. Moi, j'ai toujours été passionné de science et je considère que un bon roman est là pour donner envie aux gens d'être curieux, de s'étonner de tout, et en fait d'aller vers la science. Mais pas seulement la science, la spiritualité. J'espère que mes lecteurs auront envie de faire de l'astronomie, de l'astrophysique, mais aussi de la méditation et de s'intéresser aux médiums. J'espère que le texte, j'espère que mon texte et j'espère que votre texte, quand vous le ferez, rendra les gens curieux, les rendra attentifs au monde dans lequel ils vivent, et surtout les surprendra. Je crois que la première politesse, c'est de surprendre. Or, il s'avère que les plus grandes surprises sont dans le monde de la science. Il y a dans le domaine de l'astrophysique, il y a dans le domaine de la biologie des choses tellement étonnantes qu'on ne peut pas juste, en tant que scénariste, les trouver. Là, sur le dernier roman, donc, mon 3e volume des Chats, j'ai trouvé des choses scientifiques dingues. Et je les mets dans l'encyclopédie parce que je me dis, j'ai pas le temps de les développer pour en utiliser des romans entiers, mais en fait, ça mériterait vraiment, presque chaque bout d'encyclopédie, c'est une frustration de ne pas en avoir écrit un roman. Mais je crois qu'un roman n'est pas juste là pour vous promener et vous dire, bon, l'assassin, c'est la femme de ménage, et vous ne l'aviez pas vu venir. C'est pas seulement ça. Il faut quand même que vous ayez appris quelque chose que vous ne saviez pas avant. Il faut aussi qu'un roman, ça donne à réfléchir. En fait, quand j'écris, mon envie, c'est de vous laisser une marque profonde, que ce ne soit pas un roman que vous ayez lu au milieu de tas d'autres romans et que vous avez déjà oublié. J'espère que quand vous avez lu Les Fourmis, vous vous êtes dit « Ah ouais, c'est quand même
beaucoup plus compliqué que je ne le pensais, et ça forme une vraie civilisation. Quelque chose auquel vous n'avez pas pensé quand vous essayez juste de tuer les fourmis que vous avez dans votre cuisine. J'espère que la boîte de Pandore vous a donné envie de vous poser des questions. Est-ce que j'ai eu une vie avant? Est-ce que j'en aurai une après? Je crois que la fonction d'un bon roman est de rendre son lecteur gourmand, de rendre son lecteur curieux du monde et de réveiller chez lui sa capacité d'émerveillement. Donc votre fonction, si vous écrivez un roman, va être de trouver quelque chose de merveilleux et de faire partager votre émerveillement à travers votre récit. Un récit qui est juste l'aventure d'un personnage, au bout d'un moment, ça tourne en rond et ça va ressembler à des tas de choses qui existent déjà. Donc fixez-vous une ambition un peu plus élevée, un récit qui va transmettre une information que vous seul détenez. Comment trouver confiance en ce qu'on écrit? Comment retrouver la motivation à écrire quelques mois? Alors, le fait de douter est normal. Le fait de croire qu'on n'y arrivera pas, c'est normal. Après, la différence entre un écrivain amateur et un écrivain professionnel, c'est qu'au moment où la Jeep est entièrement embourbée, et où l'amateur va se dire, bon, j'ai compris, l'écriture, ça consiste à amener une Jeep au milieu de la boue, puis là, essayer de décoller les roues, et on n'y arrive pas. Et bien à ce moment-là, l'amateur va laisser tomber, et celui qui veut vraiment être professionnel, tant pis, il va chercher des planches pour les mettre sous les roues de la Jeep, il va faire appel à des gens, il va chercher une méthode et il va désembourber sa Jeep pour la sortir, et il va rouler plus loin, où il va être à nouveau embourbé, mais cette fois-ci, il aura compris qu'en terre embourbé, il faut sortir une planche, il faut tirer, il faut prendre des chevaux qui aident la machine à sortir, il faut se faire aider par des gens qui poussent, et voilà. Donc, en fait, la personne qui fait ça juste en dilettante va baisser les bras, là où la personne qui a une vraie ambition professionnelle va y revenir. Et la meilleure manière d'y revenir, donc c'est Isabelle et Laetitia qui me posent une question, c'est de trouver une régularité. Si vous quittez jamais votre Jeep, et même quand elle est embourbée, vous continuez, vous restez au volant, c'est plus facile. Si vous dites j'en ai marre, je m'en vais, puis j'y reviendrai un autre jour, eh ben, ça va être compliqué. C'est un peu comme le jogging. Vous savez, quand vous arrêtez, vous avez du mal à redémarrer, mais si vous trouvez un rythme, même si c'est tous les jours 10 lignes, au bout d'un moment, ça devient une habitude, et ça devient quelque chose de naturel. Ça se muscle. Je crois que l'imagination, la créativité, la capacité d'écrire, c'est un muscle qui s'entretient tout simplement par la pratique. À quel moment sait-on qu'une idée vaut la peine d'être approfondie? À quel moment sait-on qu'une idée vaut la peine d'être approfondie? Quand on la raconte aux autres et que les autres vous disent c'est une bonne idée. Il y a un moment, tout seul, on ne peut pas y arriver. Aucun homme n'est une île. Il y a un moment où il faut demander à l'autre, écoute, j'ai envie d'écrire un roman sur les moustiques, ou sur les punaises des lits, ou sur ma belle-mère, est-ce que ça te semble une bonne idée? Et là, déjà, l'autre va vous dire, tu peux m'en dire un peu plus, et vous allez commencer à démarrer un récit pour l'intéresser, et c'est à ce moment-là que va se faire un petit instant magique où vous allez vous dire, finalement, je crois que c'est une bonne idée, je laisse tomber, ça ne fonctionne pas. Mais sinon, c'est pas une science exacte. C'est ce qui fait tout le charme du métier de romancier, c'est de l'intuition, des sensations, de l'inspiration. Comment gérer l'alternance de deux histoires qui se passent sur deux espaces de temps différents? Entre nous, pour moi, je pense que c'est plus facile de faire l'alternance entre deux intrigues qui se passent sur des espaces-temps différents. Je crois qu'il faut... À un moment, on s'amuse à les écrire en les enchaînant, et puis après on s'arrête, et on ressort une histoire qu'on réécrit toute seule, et une autre histoire qu'on réécrit toute seule, et après on les remélange à nouveau. C'est la cuisine. Hein. Enfin moi, sur plusieurs de mes livres, notamment Les fourmis, c'est comme ça que je fonctionnais, donc j'avais la partie humaine et la partie fourmi, plus encyclopédie, mais j'avais la partie humaine et la partie fourmi, je les ai développées dans bloc. Après, j'ai sorti toute la partie humaine que j'ai développée toute seule, puis j'ai sorti toute la partie fourmi que j'ai développée toute seule, et je les ai à nouveau remélangés. Alors, Marie Chevalier me demande roman ou nouvelle, comment choisir? Alors, je vous dirais, pour moi, tout roman est d'abord une nouvelle. Et l'avantage de la nouvelle, c'est que vous pouvez la donner facilement à lire à votre entourage. Donc, la nouvelle, vous allez tout de suite savoir si elle marche ou si elle ne marche pas. La nouvelle permet de faire des économies de personnages, de style et de décor
pour s'en tenir qu'à ce qui est indispensable, et donc de vérifier si votre histoire fonctionne. J'ai une autre source de questions qui est ici. Est-ce que l'écriture, c'est pour moi le matin? La réponse est oui. Enfin, non, c'est pas ça. Alors, Pierre, vous conseillez de noter ses rêves chaque matin. Avec quel degré de précision faut-il, selon vous, consigner ses rêves nocturnes? Alors, moi, je note... Alors, pareil, c'est un muscle. Le fait de noter ses rêves, au début, c'est difficile, et plus vous pratiquez, plus ça devient facile, et plus vous arrivez à vous rappeler de l'intrigue. Par exemple, moi, cette nuit, j'ai rêvé qu'on me servait de la salade, et dans cette salade, je trouvais un doigt. Et je disais, ok, je considère que la nouvelle cuisine va de plus en plus loin, mais de là à mettre des doigts humains à l'intérieur de la salade, ça ne m'intéresse plus. Et donc, je sortais le doigt dans mon rêve, tranquillement, pour le mettre dans une petite coupelle à côté, et je mangeais ma salade tranquillement. Et la personne en face me disait, tu as tort, maintenant, il faut être plus moderne. Et je voyais l'autre qui grignotait son bout de doigt qu'il avait trouvé lui aussi dans sa salade. Bon, à partir de là, c'est mon rêve de cette nuit. Je peux en tirer une petite nouvelle, bon, très courte, je pense que j'en ferai rapidement le tour. Mais en tout cas, c'est une matière à écrire une nouvelle. Alors, question de Séverine. Est-il possible de lancer dans l'écriture d'un livre sans avoir eu de cours de formation en écriture? Alors, la réponse est oui. D'abord parce que moi-même, je l'ai fait. Ensuite, bon, là, je donne une conférence en Facebook Live. J'ai aussi, avec Artist Academy, des 14 modules de masterclass qui peuvent aider, je pense. Je fais sinon des masterclass à Paris en live. Moi, je considère que mon devoir, vu que je détiens une sorte de connaissance dans un domaine, c'est de le transmettre, afin aussi qu'il y ait de plus en plus d'auteurs d'imaginaire, car c'est un de mes combats. Je ne comprends pas qu'en France, on ait autant de récits réalistes autobiographiques et si peu de récits imaginaires avec des intrigues construites. Mais bon, je vois qu'il y a déjà certains de mes élèves qui ont réussi. Il y a notamment Aurélie Valogne qui a fait une super carrière. Donc je pense que parmi vous, parmi les gens qui vont à mes masterclass live et parmi ceux qui vont à mes masterclass d'Artist Academy, il y en a forcément qui vont réussir, tout simplement parce que si dès le moment où vous faites l'effort déjà de venir, d'écouter ou de passer du temps à faire les exercices, par exemple, que je propose dans Artist Academy, c'est une sorte de contrat que vous commencez à vous donner à vous-même qui est cette fois-ci, je ne vais pas laisser tomber, je vais essayer de tenir plus longtemps que d'habitude, ou je vais tout simplement démarrer mon roman. Voilà. Le plus difficile, n'est-ce pas la fin? Y en a-t-il plusieurs? Comment choisir? Alors, la fin, c'est très très important, j'y reviens. Alors, quelle que soit la fin que vous avez trouvée, dans la version qui vous satisfait, vous pouvez trouver mieux. Ça, il faut avoir au niveau des fins une exigence énorme. Et il est rare de faire une fin d'un premier jet qui fonctionne, même de faire une fin d'un 5e jet qui fonctionne. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Une fois que tout le manuscrit est terminé, comme du pain, vous le laissez reposer, vous démarrez un autre projet, vous faites autre chose, et vous posez la question, comment faire une fin encore plus extraordinaire, et surtout une fin que n'est pas prévu le lecteur, et une fin qui laisse le lecteur dans un état de sourire, un état de « waouh, il m'a bien eu ». Voilà. Donc, pour obtenir cet effet-là, il faut tester plusieurs fins. Là encore, vous avez une nécessité de trouver une sorte de lecteur référence auquel vous allez donner vos fins à lire. Peut-être même, vous pouvez demander à un groupe d'amis qu'ils votent pour la fin qu'ils préfèrent. Mais soyez très exigeants sur vos fins. La fin est le revoir de l'écrivain. Ça veut dire que si vous réussissez votre fin, vous allez quelque part fidéliser votre lecteur. Votre lecteur se dira, bon, vu qu'il m'a bien eu dans cette fin, j'aime bien cet auteur,
et je vais lui laisser une autre chance dans un autre roman pour voir ce qu'il va m'avoir une deuxième fois avec sa fin. C'est vraiment un jeu avec le lecteur. D'abord, il est important, au moment où vous écrivez, de vous dire « je m'amuse avec le lecteur ». Mon lecteur, il ne doit surtout pas s'ennuyer. Je dois toujours le surprendre. Je dois surtout le surprendre à la fin. Et je dois lui laisser la sensation que tous les deux, on s'est bien amusé. Voilà. Il y a cet état d'esprit qui est différent de l'état d'esprit « je raconte ma vie parce que ma vie est tellement extraordinaire qu'il faut à tout prix que les gens sachent comme je suis fabuleux ». Ça, c'est une littérature que un jour, j'écrirai peut-être mon autobiographie, mais pour l'instant, il me semble nécessaire, pour démarrer un premier roman, de fuir le plus possible son autobiographie et d'essayer de faire autre chose de totalement artificiel. Une des techniques pour fuir son autobiographie, c'est déjà de changer de sexe. Donc si vous êtes un homme, je vous conseille de faire un récit dont le héros est une femme, et si vous êtes une femme, faites un récit dont le héros est un homme. En plus, vous verrez, c'est amusant, parce que ça oblige à se mettre dans la peau de quelqu'un de l'autre sexe, ça oblige à penser différemment, donc tout d'un coup, on découvre des choses, et puis en plus, si vous voulez bien le faire, vous allez devoir interviewer donc, des gens de l'autre sexe pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Bon, je vois encore Marie Charbonnier, faut-il avoir déjà fait avant de démarrer? Faut-il faire des descriptions détaillées pour donner, me demande Nicolas Deligne, pour démarrer le plus de sentiments possible, ou faut-il laisser une grande place à l'imagination du lecteur? Alors, en fait, c'est un choix de style. Si vous faites, il avait devant lui un spectacle époustouflant qui le laissa pantois. Vous n'avez rien décrit, et le lecteur va commencer à imaginer quel peut être ce spectacle. Donc vous utilisez l'imaginaire du lecteur, donc vous êtes fort. Maintenant, c'est un niveau d'accompagnement du lecteur. Si vous lui dites, il avait devant lui une rivière avec des fleurs partout et des oiseaux qui jaillissaient des bosquets, et là-dessus apparut un voilier de couleur bleue. Et si vous avez beaucoup de détails, vous allez peut-être faire un tableau qui va être votre tableau, mais vous perdez la puissance de l'imaginaire du lecteur. Donc il y a un dosage à faire. Moi, j'essaie le plus possible de réduire les descriptions pour privilégier les émotions. Une des phrases que j'utilise souvent, c'est « il ouvrit la porte et recula de surprise ». Quand vous mettez cette phrase, « il ouvrit la porte et recula de surprise », les gens imaginent tout de suite qu'est-ce qu'il a vu. Est-ce que c'est un monstre? Est-ce que c'est lui-même? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est un extraterrestre? Et ce système-là est un système fort. D'ailleurs, j'en profite pour dire, le plus vous cachez certains personnages, vous cachez certains lieux, vous cachez certains... il y a un moment dans votre tour de magie, vous avez intérêt à dissimuler des éléments ou à rester dans un flou qui fait que vous frustrez légèrement votre lecteur. L'un des auteurs les plus intéressants dans cette technique, c'est Lovecraft. Lovecraft, au début, il décrivait les monstres, donc c'était souvent des pieuvres avec 8 yeux, géantes et des couleurs verdâtres. Et après, Lovecraft s'est aperçu qu'en fait, au bout d'un moment, c'était trop gamin de décrire les monstres, donc il s'est mis à utiliser une autre technique qui est, face à lui, il y avait l'indescriptible, face à lui, il y avait la somme de toutes les peurs, face à lui, il y avait le monstre absolu. Et à partir de là, sa carrière a rebondi encore plus fort. Tout simplement, il a compris que le non-dit, le non-décrit, obligeait le lecteur à fabriquer lui-même les monstres. Donc voilà, c'est une technique que je vous propose de tester. Faites des histoires dans lesquelles vous allez révéler le moins possible l'un des antagonistes, forçant le lecteur à l'imaginer. Yann de Saint-Hermine me dit « Le style Balzac est donc à proscrire ». Tous les styles sont bons. Si vous avez envie d'écrire un livre façon Balzac, non, faites-le. Mais ce qu'il y a, c'est que notre époque a évolué. C'est comme le cinéma et la musique. Il y a quand même de nouveaux goûts. Donc, à moins d'assumer un côté suranné avec des phrases très très longues et un vocabulaire très empoulé,
Je crois que le lecteur, il a envie tout de suite d'avoir une histoire dans laquelle il est pris, et dans laquelle il est emporté. Il n'a pas envie qu'on lui fasse beaucoup de salam alek. Enfin, c'est une conviction personnelle, hein, quand je vois les prix littéraires, ceux qui sont désignés, ça va plutôt dans le sens de Balzac. Donc, je sais pas, trouvez surtout l'endroit où vous faites plaisir en écrivant. Si vous essayez de copier Balzac, au bout d'un moment, vous allez vous ennuyer vous-même, je crois. En plus, vous ne ferez jamais aussi bien que Balzac. Pourquoi la plupart des romans ne se racontent pas au présent? Précisément parce que il y a encore une mode du roman à l'ancienne. Alors Alessia me dit, j'ai adoré le roman. J'ai adoré mon Miroir de Cassandre, merci, j'adorais l'écrire aussi. Peut-on écrire des livres spirituels d'écriture? J'espère que j'écris des livres spirituels d'écriture, mais je crois qu'il y a de plus en plus envie de spiritualité. Donc vous avez intérêt à écrire des livres dans lesquels vous mettez un peu de spiritualité. Ne serait-ce que parce que c'est la nouvelle frontière, c'est le nouvel endroit où ça bouge, c'est le nouvel endroit où les gens ont une demande. Probablement que le coronavirus va augmenter cette demande. Je pense que ce qui est en train de se passer avec cette crise, c'est une remise en question de beaucoup de choses, ce qui va faire que la plupart des gens vont se poser des questions sur eux-mêmes. Le fait d'être confiné quelque part, c'est un peu forcé à se retrouver dans la position d'un moine dans un monastère qui se retrouve à méditer. Et c'est pas inintéressant, en tout cas pour l'écriture. Je vous souhaite tous de profiter de ce confinement pour pouvoir trouver plus de temps pour écrire. Attends, je ferme la porte parce qu'il y a des bruits extérieurs. Voilà. Alors, comment choisir un titre efficace? Alors, le choix du titre, c'est vraiment très difficile. Moi, ce que je fais, c'est que je commence à écrire avec un titre de base qui est quasi descriptif. Et après, au fur et à mesure que j'écris le roman, je réfléchis à un meilleur titre. Et quand j'en parle à mon éditeur, il finit par me demander des titres. Et je lui en donne 5 ou 6. Et il en choisit un sur les 6. Et je considère que mon éditeur est meilleur que moi pour savoir quel titre fonctionne. De manière générale, il y a un moment où quand j'ai fini mon livre, je considère que l'éditeur sait mieux que moi ce qu'il faut faire. Donc déjà, j'accepte toutes les coupes, j'accepte toutes les zones où il me demande d'être plus clair ou de retravailler. Et puis, je considère qu'au niveau du titre et de la couverture, c'est à lui d'avoir le dernier mot. Car moi-même, je suis trop près de mon œuvre. Je crois qu'il y a un moment, précisément parce qu'on tombe amoureux de son manuscrit, on n'est plus objectif, donc il faut trouver quelqu'un d'objectif. Alors Caroline me demande, lorsqu'on veut raconter des histoires vraies de type témoignage, de nombreux styles s'offrent à nous, livres développement personnel, romans, initiatiques, recueil de témoignages, quelle est selon vous la meilleure façon de raconter des histoires incroyables mais vraies? Alors moi, ma technique, c'est le roman. Sinon, j'écris pas d'essai. Enfin, l'encyclopédie c'est un essai, mais ça n'a pas une vocation d'être autre chose que des petites informations. Je crois que le roman initiatique est ce qui est le plus efficace. Si vous mettez un essai de spiritualité, ça restera toujours professoral, ça sera toujours « moi je sais, je vous parle à vous qui ne savez pas », donc ça fait un peu prétentieux, je trouve. Tandis que si vous mettez un roman, vous racontez une histoire initiatique, et c'est après le lecteur qui choisit, est-ce qu'il rentre dans le même rail que le héros, et est-ce qu'il vit sa transformation comme le héros ou pas. Moi, je pense que les gens qui ont lu la boîte de Pandore ou Depuis l'au-delà peuvent être changés, mais si on veut juste voir une jolie histoire, il faut que ça soit aussi une jolie histoire. Donc je crois que le pouvoir le plus fort est dans le roman initiatique. Alors, comment ne pas se perdre et se décourager dans les relectures éternelles? Alors, d'abord, c'est en effet très bonne question de Caroline. Je crois que c'est Suran qui a dit « J'arrête, je publie quand j'en ai marre de relire ». Il y a un moment, à force de relire, c'est comme un chewing-gum dans lequel il n'y a plus de goût. On ne voit plus rien, on
on se dit de toute façon que c'est très mauvais, et on est dans le jugement et l'agacement. Donc, euh, il y a un moment où il faut arrêter les relectures et considérer que l'œuvre n'est pas parfaite et que c'est comme ça qu'on va la sortir. Moi, je considère que tous mes livres sont imparfaits, c'est 80% de ce que je voulais faire, mais j'en ai marre. J'en ai marre de me relire, j'en ai marre de tourner les pages pendant des heures pour relire une histoire que je connais déjà. Plus je vois plus rien. Donc c'est aussi la fonction aussi de l'éditeur ou d'un ami qui vous sert de premier lecteur, c'est de vous dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, est-ce que, est-ce que le système marche. Mais même les fourmis, si j'avais voulu vraiment faire une œuvre parfaite, ben, j'ai mis 12 ans, ben, il aurait fallu 20 ans. Et le seul livre que j'ai sorti qui a un premier jet d'un coup, c'est le livre du voyage. Le livre du voyage, je l'ai écrit entre 8 h du matin et 8 h du soir. C'est sorti comme ça, mais parce que ça n'avait pas la vocation d'être un roman, ça avait la vocation d'être une séance d'hypnose que je devais utiliser pour moi-même. Et c'est mon éditeur qui m'a dit attends, non, on pourrait le publier, ça pourrait intéresser les gens. Mais j'ai écrit ce livre comme exactement comme la séance d'hypnose que je vous ai faite la semaine dernière, c'est-à-dire c'est juste un guidage, une méditation guidée, et ça me semblait intéressant. Euh, Quelles sont mes lectures? Euh, Alors d'abord, moi j'ai un problème, c'est qu'en phase d'écriture, je lis peu ou je lis que de la doc. Et vu que je suis tout le temps en phase d'écriture, je lis de moins en moins. Euh, le dernier truc qui m'a un peu impressionné, c'est un roman qui s'appelle Replay. Je sais plus de qui c'est. C'est le roman qui a inspiré Un jour sans fin. C'est un homme qui, entre l'âge de 40 ans et l'âge de 60 ans, a la possibilité chaque fois de revenir et de réessayer de faire mieux. Euh, Sinon, il faut beaucoup. Enfin, je suis très exigeant et il faut beaucoup d'originalité pour me plaire. Et quand je ne trouve plus aucun livre qui me plaît, je relis les nouvelles de Philippe Cadic, qui, à mon avis, est le meilleur écrivain du monde et qui est un visionnaire venu du futur pour nous donner de nouveaux angles. Philippe Cadic est pour moi la source d'inspiration, enfin, ce qui me donne envie de me surpasser pour me dire je dois arriver à faire mieux que lui, je dois aller plus loin. Ma pensée peut exploser, je n'ai pas de limite. Euh, Ma grande préoccupation, c'est d'être original, et je vous propose que vous ayez la même préoccupation. Euh, et cette originalité, je la trouve chez Dick, et je la trouve chez très peu d'autres auteurs. J'ai souvent la sensation, quand je lis un livre, d'avoir déjà vu ce livre, ou d'avoir déjà vu un film qui ressemblait à ça. Et quand j'ai cette sensation, je me dis, bon ben, revenons à Dick. Voilà. Mais c'est pas bien, hein. Probablement qu'il y a des livres formidables que je ne connais pas. Mais je suis un mauvais lecteur, et plus j'écris, moins je lis. Victor Hugo avait une formule pour évoquer ce phénomène. Il disait les vaches ne boivent pas de lait. C'est pas parce qu'on produit quelque chose qu'on le consomme. Donc j'écris des livres, mais j'en lis très peu. C'est quoi votre routine, me demande Géraldine O'Neill, votre routine pour écrire? Alors en effet, j'ai toute une routine que je peux vous confier parce que j'ai 10 minutes et que vous pouvez la copier telle qu'elle. Donc certains le savent peut-être, c'est que j'écris tous les matins de 8 h à 12h30. Donc ma routine consiste à aller au café, donc ce que je ne peux pas faire, qui me frustre beaucoup, parce que j'ai besoin d'être entouré de gens. Je commence par lire le journal pour voir un peu comment va le monde, mais je lis très vite, j'ai un aperçu rapide, et puis après je me jette dans l'écriture. Je cherche des cafés dans lesquels il n'y a pas de musique trop forte, dans lesquels il n'y a pas des gens qui parlent trop fort. Donc là, j'en ai trouvé un, donc ça me convient. Euh, je bois du thé vert. Et en fait, je bois beaucoup d'eau en écrivant. Je crois que c'est comme un sport. Au bout d'un moment, il faut beaucoup s'hydrater pour arriver à écrire bien. Et puis c'est un geste. Maintenant, je tape un chapitre, je clôt un événement, je bois de l'eau ou du thé vert et je reprends. Mais ce geste me permet de donner un rythme.
Il y a aussi autre chose, c'est que je choisis des endroits où mes yeux peuvent partir au loin, parce qu'au bout d'un moment, sinon les yeux fatiguent, être tout le temps, ben, vous avez dû le tester, être tout le temps à la même distance. Donc j'écris, je regarde au loin, j'essaie d'avoir une perspective, puis je réécris. Et quand arrive midi et demi, quoi qu'il arrive, je m'arrête. Donc je m'arrête en général avec l'envie de continuer, mais ça fait rien, comme ça je m'en vais avec... je quitte la table en ayant faim. Mais il y a aussi une autre chose pour laquelle j'arrête à midi et demi, c'est qu'en général, précisément dans les restaurants et les cafés, ils dressent les tables et donc ils me font comprendre rapidement que je ne les intéresse plus, puisque donc il va y avoir des consommateurs de l'heure du déjeuner. Alors, est-ce qu'il est raisonnable de faire, me demande Nicolas Deligne, plusieurs héros plutôt qu'un seul? Alors moi je vous conseille surtout si vous démarrez de faire un seul héros dans lequel vous mettez tout ce que vous avez de plus original, et après de lui ajouter des personnages secondaires. Tout simplement parce que le lecteur peut faire le transfert. Il y a des choses toutes simples comme le fait de vouloir que le lecteur fasse un transfert. Il faut que le lecteur aime le héros, et pour que le lecteur aime le héros, il faut qu'il le connaisse très bien, qu'il connaisse son passé, qu'il connaisse ses défauts et ses qualités. Et ça, vous ne pouvez pas le faire sur plein de personnages, ou alors vous allez perdre un peu d'attention. Donc, moi, la technique que j'utilise, qui est très simple, c'est je définis tout le temps un capitaine de bateau. Ce capitaine, je mets sur une petite fiche à part son passé, son histoire, ses points forts, ses points faibles, ses défauts, ses qualités. Je le décris, je fais un casting. Si c'est pour des humains, je prends des acteurs, voire des acteurs hollywoodiens pour voir la tête qu'il a. Et une fois que j'ai mon héros, l'histoire se greffe dessus. Caroline Schweb me demande comment trouver un bon éditeur. Alors, moi, la technique que j'ai utilisée, c'est sur 6 ans, j'ai envoyé mon manuscrit à tous les éditeurs. J'ai appris que mon éditeur recevait 40 manuscrits par jour. Comment répondre à ça? C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent. C'est un peu comme le marathon de New York. Il y a tellement de monde, c'est très difficile de sortir, d'être repéré. C'est pour ça que je vous conseille l'originalité, l'originalité, l'originalité. Démarquez-vous, faites autre chose. Trouvez des fins géniales, trouvez des titres nouveaux. Il n'y a que l'originalité qui, à mon avis, permet d'être repéré. Si déjà vous avez un titre qui fait sourire l'éditeur, vous avez gagné un point. Je parlais tout à l'heure d'Aurélie Valogne, Mémé dans les orties, c'est un titre qui fait sourire, et donc ça attire un peu l'attention. Donc si vous faites un livre qui s'appelle Le Vosklur du Schnurps, ça évoque rien pour personne. Vous demandez un effort de la part de l'éditeur, donc vous n'y arriverez pas. Donc mettez pas de mots compliqués, mettez des choses simples, et essayez de faire sourire rien que dans le titre. Le titre est votre premier atout. Ensuite, il faut soigner l'incipit, c'est-à-dire votre première phrase. En général, les gens qui lisent les manuscrits chez les éditeurs se font très très vite une opinion, mais si vous arrivez à les faire rire dans les 5 premières lignes ou sourire, vous avez gagné un point. Donc, plutôt que de faire une description de l'endroit où se passe votre histoire, essayez de trouver une phrase de dialogue qui fasse sourire, ou essayez de trouver un petit effet surprenant. Vous devez, pour exister, surprendre, faire rire, étonner. Fixez-vous cet objectif, étonner. Cela dit, on parle d'édition, je disais tout à l'heure, il y a aussi des gens qui écrivent pour le plaisir d'écrire. Je m'adresse aussi à ceux-là. À ceux-là, vous avez moins d'exigences, vu que vous n'avez pas un projet professionnel. Dans ce cas, faites une sorte de premier jet n'importe comment, et puis après arrangez-le un peu, et puis utilisez ma technique de on arrête tout et on recommence. Que pensez-vous du concours d'écriture? Alors, moi, les prix littéraires, je suis un peu partagé parce que d'un côté, ça fait que tout d'un coup, tous les médias s'intéressent en septembre aux livres, ce qui n'existe pas forcément en Angleterre ou aux États-Unis, non pas des prix littéraires aussi médiatiquement relayés. Mais les prix littéraires, le problème, c'est que les jurés sont élus à vie. Donc, vu qu'ils sont élus à vie, enfin, que ce soit par exemple pour le Goncourt ou le Renaudot, ça veut dire qu'au bout d'un moment, ils sont tellement sollicités, ils reçoivent tellement de... Comment dire?
Ils peuvent pas lire tous les bouquins. En fait, pour que les prix littéraires soient vraiment honnêtes, il faudrait que ça soit comme les copies du bac, à savoir qu'on n'ait pas le nom de l'auteur ni le nom de l'éditeur, on ait juste le titre et le texte, et que les gens, enfin que les jurés, donnent leur avis sur le texte lui-même. Or, ce n'est pas le cas. Actuellement, c'est quand même souvent des arrangements entre amis et c'est assez préjudiciable à cause des livres et ça fait surtout qu'il n'y a aucune littérature imaginaire qui émerge puisque ce sont toujours les mêmes copains qui s'envoient les prix de la même manière. Moi j'aurais rêvé qu'il y ait un nouveau prix qui existe, un vrai prix de l'imaginaire qui puisse avoir une vraie résonance aussi forte que les grands prix, mais pour l'instant ça n'existe pas. C'est donc à faire. Voilà, mais je regrette aussi que beaucoup des prix littéraires soient des prix de cadeaux à offrir à Noël. C'est-à-dire que les gens ne les lisent même pas et ils font que les offrir pour montrer qu'ils pensent que l'autre est cultivé. Donc tout ça ne participe pas à aider les livres originaux à émerger. Ça ne participe qu'à justement reproduire des textes plutôt classiques. Alors, ouais. Ah, est-ce que j'étais tenté par l'auto-édition demande quelqu'un. Non, parce que j'adore mon éditeur. J'ai jamais changé d'éditeur. C'est le même, donc Albin Michel, depuis 30 ans. Et on a trouvé une manière de fonctionner ensemble. En fait, un éditeur, c'est pas seulement une figure, comme une sorte de figure paternelle. Ça comprend une personne, enfin, donc j'ai une éditrice, Caroline, qui est la première personne qui lit mon livre. Après, il y a le patron d'Albin Michel qui lui aussi me donne un avis sur le texte. Après, il y a tout. En fait, c'est une grande maison dans laquelle il y a plusieurs postes. Il y a quelqu'un qui va penser qui va travailler notamment la couverture. Il y a des gens qui vont. Donc, c'est un ensemble, un éditeur. Et quand ça fonctionne bien, c'est suffisamment rare pour mériter d'être signalé, et en tout cas pour que je n'ai pas eu envie jusqu'à maintenant de changer d'éditeur. Mais le rapport éditeur-auteur est un rapport très complexe. Euh, Moi, je crois que si... En fait, c'est un rapport de couple. Si jamais ça ne se passe pas bien, il ne faut pas insister. Et euh, il doit y avoir un moment, une estime mutuelle et une envie de réussir ensemble qui doit être clairement exprimée. Si vous sentez que l'éditeur il vous publie pour de mauvaises raisons, il ne faut pas y aller. Voilà. Mais il y a la grande chance actuellement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est l'auto-édition. Donc l'auto-édition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez très bien, juste après ce Facebook Live, écrire un livre et le mettre sur Internet, comme l'avait fait Aurélie Vallogne, que je cite encore. Et après, c'est les gens qui élisent le livre démocratiquement en allant le voir. Et à partir de là, il va y avoir de plus en plus d'intérêt des éditeurs classiques pour les livres auto-édités qui arrivent à plébisciter un grand public. Euh, il y a, par exemple, ma réussite en Russie est due au fait que le livre était le livre le plus téléchargé sur Internet, gratuitement, mais c'était le plus téléchargé sur Internet. Et à ce moment-là, il y a un éditeur qui s'est dit, bah tiens, autant prendre le livre qui intéresse déjà le plus les gens. C'est quand même le truc le plus honnête, c'est mettre le livre sur Internet et après faire que le bouche à oreille fasse vivre l'œuvre. Alors, doit-on obligatoirement insérer une morale dans une histoire? Non, en fait, je disais tout à l'heure, ce qui me semble important, c'est d'instruire son lecteur, mais on n'a pas besoin de lui mettre de morale. Et surtout, le problème des morales, c'est qu'elles sont souvent subjectives. C'est-à-dire, ce qui vous semble pour vous le bien peut paraître moins bien pour quelqu'un d'autre. Pourquoi pas le prix Verbert de l'imaginaire? Je sais pas, parce que ça demande un peu d'organisation, puis il faut trouver probablement un sponsor, ça demande. Je suis très mauvais dans la gestion de tout ce qui est administratif, commercial, tout ce qui demande de passer des tas de coups de téléphone à des tas de gens pour que les choses se passent normalement. Donc voilà, si quelqu'un veut tout organiser et après me propose de mettre mon nom dessus, ok. Mais après, moi, pour organiser ça, je suis pas bon. Euh,
Comment entrez-vous en contact avec vos traducteurs? Eh bien, je ne rentre pas en contact avec mes traducteurs. Le seul qui m'a contacté, c'était le coréen. Il a passé une journée à me poser des questions. Tous les autres, je crois fortement que les traductions sont... ma pire traduction étant la traduction japonaise, dans laquelle le traducteur s'est autorisé à mettre une page de mon texte sur les fourmis, une page de poésie de Rimbaud, une page de mon texte des fourmis, une page de poésie de Rimbaud, mais tout lié, c'est-à-dire qu'il n'a pas précisé, il a pas... Donc il a mélangé les poésies de Rimbaud, et quand j'ai rencontré, il m'a expliqué que c'était parce qu'il voulait faire découvrir Rimbaud en même temps qu'il faisait découvrir Werber, comme ça faisait découvrir deux auteurs en même temps. Ce qui fait que le texte a été incompréhensible, et il a été refusé, et que c'est après qu'on a découvert cette manip qu'ils ont pu enlever beaucoup de Rimbaud pour remettre le texte d'origine. Mais je crois qu'ils ont encore laissé tellement de Rimbaud à l'intérieur de mon texte des fourmis que le livre ne pouvait pas séduire le public. Le livre n'a pas eu de succès d'ailleurs au Japon. Mais là, c'est le pire traducteur que j'ai eu. D'ailleurs, j'en ai fait une nouvelle où je raconte ça. Cette histoire. C'est un traducteur en plus qui ne parlait pas français. Ce qui est un cas assez surprenant, mais ça arrive. Je vois qu'il commence à être 17h01. Alors, déjà, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. La semaine prochaine, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on fasse de la méditation? Vous voulez qu'on fasse de l'écriture? Tiens, je vais dire vos réponses en direct. Méditation, soit on pourrait refaire ce qu'on a fait la dernière fois, qui a eu quand même beaucoup de succès, soit il faudrait que j'en trouve une autre, soit... Tiens, voyons, je vous pose la question, de quoi voulez-vous qu'on parle, sachant quand même que mes deux domaines de prédilection sont l'écriture ou la méditation. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose de plus spécifique dans l'un ou dans l'autre? Alors, Valérie Join, à bientôt méditation. Allez, c'est pas complètement... Ça me fait penser au film et traduire avec ça. Merci beaucoup. De la méditation, l'écriture. S'il vous fallait un livre, Les pieds de la terre, de Ken Follett, oui, très bon livre. Merci beaucoup pour ce live très riche. Écriture, ça me plaît bien, cette séance était très instructive. Bon, écoutez, vous allez continuer, je pense, à laisser des messages. Il faudrait presque que je trouve une manière de vous faire voter. Et je ne sais pas ce qu'il y a, il doit y avoir un petit programme. Ceux qui veulent plus... En gros, c'est mes deux dadas, c'est le travail artisanal de l'écriture et le travail spirituel de la méditation. Alors, écoutez, je crois que ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois, on va faire aussi la méditation. Tout simplement, je vais alterner. Un coup l'écriture, un coup la méditation. Et la prochaine fois, je vais essayer de trouver quelque chose autour de ce qu'on a déjà fait. Mais ça se peut qu'il y ait beaucoup de points communs avec la séance précédente, parce que c'était vraiment extraordinaire. Et je dois vous dire, j'ai adoré vos histoires, tous les récits qu'il y avait sur vos personnages historiques que vous avez retrouvés. C'était génial. Voilà, d'ailleurs, et source probablement de bons romans pour ceux qui avaient beaucoup de détails et ceux qui ont pu y revenir. Voilà, je vous remercie d'avoir passé autant de temps avec moi. Je ne sais pas, est-ce que je peux voir le timing? Non. Je pense qu'on a dû faire... Ah si, on a fait 1h05. Ce Facebook Live, je vais essayer de l'enregistrer et de le mettre aussi en YouTube. Au plaisir de vous retrouver donc pour l'épisode 5 des Facebook Live qui aura pour thème, en tout cas si c'est pas la méditation complètement, ça sera autour de la spiritualité. On pourra peut-être aussi parler un peu des médiums et de tous ces gens qui s'intéressent à comment ouvrir différemment l'esprit, et je serai prêt à répondre à toutes vos questions. Merci, à bientôt. Donc au jeudi 23 avril, en plein confinement, je vous retrouve à 16h si vous le voulez bien. Merci, au revoir.